Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette seconde saison du Single Cast, le podcast qui parle de rhum sans gueule de bois. Je suis là à nouveau pour quelques épisodes tous les seconds dimanches du mois avec mes chers acolytes Géry Gitani, Roger Caroni et Laurent Cuvier. Messieurs, comment allez-vous ? Est-ce que l'été s'est bien passé ? Très très bien, moi j'ai passé de bonnes vacances, donc j'ai fait un tout petit peu de vélo, mais j'ai beaucoup mangé, beaucoup bu, donc c'était très bien. Pareil sans le vélo. Pareil sans manger. Ah, c'est plus étrange par contre. Alors, on a quelqu'un qui nous a rejoint pour cette émission et j'espère même pour un peu plus durant cette nouvelle saison. Un personnage que dans le rhum et même dans les spiritueux qu'on ne présente plus. On va y aller sans détour. Madame Christine Lambert, bonjour. Bonjour. Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? On est très heureux de te compter parmi nous. Comment vas-tu ? Eh ben, je vais bien, écoute, mais j'ai pas fait de vélo cet été. J'ai bu quand même, pas trop, mais voilà, j'attendais la rentrée. En tout cas, on est super content de t'avoir parmi nous. On espère que tu vas pouvoir amener pas mal de lumière sur toutes les bêtises qu'on va dire. On n'en doute pas en tout cas. Et d'ailleurs, le sujet de cette émission, enfin du moins de l'émission d'aujourd'hui, est inspiré directement d'un dossier que tu as fait dans le dernier Whisky Magazine qu'on a pu lire cet été, qui est le terroir. Le terroir, bien sûr, on parle également de terroir dans l'industrie du rhum, mais on va revenir à ce sujet après notre petite rubrique de notre cher Roger, la rubrique News. Roger, c'est à toi. Voilà, donc j'ai essayé d'aller rechercher les news récentes. Évidemment, je n'ai pas été chercher celles des 2 derniers mois. On avait terminé la fois passée avec Plantation qui, bizarrement, n'avait rien à proposer. Et ben voilà, Plantation sort maintenant 7 nouveaux extrêmes, je pense. Christine a pu les déguster, donc il y en a un paquet et ils sont répartis pour plusieurs marchés. La France, la Belgique, l'Allemagne, les USA, je pense, et le Danemark, me semble-t-il. Et ça sort là bientôt. Mariken, donc c'est un jeune embouteilleur français, je ne sais pas si vous connaissez. Donc il nous avait sorti l'année passée 2 petits emboutteillages réduits à Worsley Park et à Foursquare qui étaient très sympas. Et il nous revient là maintenant avec une sélection brute de fût. Cette fois-ci, ce sera Versailles qui vient de chez Diamond Distillery, qui a été distillé en 2012. Un embouteilleur breton. Voilà. Naisson débarque avec un VSOP spécial 88 ans, qui apparemment est très bon, donc on attend de pouvoir le déguster ici sur le continent. Et il semblerait qu'une version La Maison du Whisky déboule assez rapidement aussi. En tout cas, c'était ce qui était prévu s'il y avait eu un Whisky Lime. Bon, j'imagine qu'ils ont quand même gardé le jus, vu que le Whisky Lime ne se fait pas. Donc on verra, ça devrait bientôt arriver. Vélier rattrape le temps perdu. Il nous a ressorti dernièrement, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a des nouveautés Vélier qui arrivent. Donc, il y a eu des Monimus, des Single Cask Carouquera, Nine Leaves, Privateer. Et il y a des Naisson et des Appleton qui arrivent, plus pas mal d'autres petites choses. Encore Martinique. Depaz nous a annoncé un nouveau blanc parcellaire, le Papao. Et Saint James va nous proposer un tout nouveau VSOP qui arrive là maintenant aussi. Ces 2 découvertes pouvaient être dégustées au Rhum Society qui prendra fin ce soir. Donc c'était 2 week-ends, le samedi et le dimanche à l'hôtel Monte Cristo de Paris. Donc c'était sympa parce que par rapport à la situation actuelle, c'est la seule chose qu'on avait à se mettre là-dedans. Et Laurent a bien aimé. Donc voilà. Laurent confirme toujours Laurent. Voilà. Confirme. Et les news de la Belgique, parce qu'il y a toujours des news en Belgique. Rasta Maurice vient de sortir Foursquare 2007 ainsi qu'un Biel 2011. Et Hubert Corman nous prépare 3 nouveaux bottlings pour la fin d'année. Donc il y aura un Jamaïcain, un Guyana et un Trinidad. Voilà pour les news que j'ai pu. En parlant de Foursquare, il y avait pas des nouveautés Foursquare également de prévues ? Si, il y a eu 142 nouveaux embouteillages officiels chez Foursquare. Donc choisissez celui que vous préférez. Il y a tous les noms. J'ai l'impression que c'est un peu comme les bracelets à la plage. Tu peux trouver le Foursquare avec ton nom. Donc voilà. Moi, c'est le numéro 89. Le numéro 89 voilà. Qui s'appelle Jean Eudes. C'est mon préféré. Il est incroyable. Voilà. Mais officiellement, le 2008 vient d'arriver. C'est le plus facile. Les autres, on a déjà oublié le nom. Donc
Donc voilà. Parfait. En tout cas, super pour ces quelques news, c'est pas mal de news de cette rentrée. Je pense qu'il y en aura d'autres encore avec les semaines et mois à venir en fonction de ce qui va se passer par rapport au coronavirus également. Mais même s'il n'y a pas d'événement majeur pour présenter tout ça, on verra quand même pas mal de choses apparaître dans les mois qui suivent. Revenons-en au sujet du jour, donc le terroir dans le rhum. Alors moi, la première question qui me taraude un peu, c'est est-ce qu'on peut parler... Enfin oui, on peut parler de terroir dans le rhum, mais est-ce qu'on peut parler de terroir dans tous les rhums, à votre avis? On va commençons par Christine, tiens. Pour reciter ton dossier, donc on parlait de terroir essentiellement dans les rhums agricoles. Est-ce que c'est un concept qu'on peut appliquer, donc un concept qui nous vient du vin, qu'on peut appliquer au rhum de mélasse, selon toi? Alors, moi, je peux te répondre en fonction de ce que m'ont dit énormément d'interlocuteurs et de de mes intuitions, de mes recherches, mais je suis pas non plus, le maître étalon du terroir dans le rhum, hein, que les choses soient claires dès le début. J'avance aussi. Nous non plus, t'inquiète pas. Non, mais j'avance aussi sur énormément de doutes, moi, sur cette question. Donc, et c'est ce qui m'a rendu d'ailleurs les recherches passionnantes dans ce dossier pour Whisky Mag. C'est qu'en tirant les fils, petit à petit, justement, des choses que je pensais se sont complètement effondrées, d'autres se sont affinées, d'autres sont apparues. Enfin, c'était pas du tout une recherche linéaire. Donc moi j'ai tendance à penser que non, tu ne peux pas parler de terroir avec les rhums de mélasse. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas de rhum de mélasse qui se réclame du terroir. Corrigez-moi si je me trompe. Non, mais je pense qu'il y a quand même quelques distilleries qui pourraient être beaucoup plus appliquées par une question de terroir, comme Worthy Park par exemple, qui cultive sa canne, hein, je pense que c'est une sucrerie. Donc la mélasse, c'est les leurs quelque part. Caroni à l'époque, c'était une sucrerie aussi. La distillerie distillait les mélasses de la sucrerie. Donc c'est moins marqué effectivement que le terroir dans l'agricole où tu peux aller chercher une parcelle bien spécifique et un type de canne bien spécifique. Mais je pense que certains peuvent quand même un petit peu jouer sur le terroir. En tout cas, c'est que d'un point de vue marketing, ils n'utilisent pas. Mais c'est vrai que pour la plupart des distilleries de rhum de type anglais, la plupart des mélasses sont achetées un petit peu à gauche à droite. Hein. Je pense que sur la Barbade, il y a pas beaucoup de plantations de canne en fait. Donc la plupart des mélasses viennent de Guyana ou de je ne sais pas où. Donc d'ailleurs, République dominicaine, essentiellement aujourd'hui. Alors justement, il y a ce côté où on se dit le terroir, il faut que ça se goûte. Justement, il faut qu'on puisse en parler uniquement si ça se goûte. Et de l'autre côté, on peut parler de terroir sans forcément le goûter, comme ça pourrait être le cas dans des rhums de sucrerie, par exemple, parce que effectivement, en fonction de la sucrerie et de la mélasse, on reconnaîtra pas forcément un certain terroir, du moins pas autant que ça peut être le cas dans le rhum agricole. Donc il y a vraiment ces deux écoles, ces deux fronts qui se heurtent un peu quelque part. Non, mais on parle de terroir, mais je pense qu'il faudrait déjà définir ce que c'est. Et d'ailleurs, il y a j'ai une définition que Christine a d'ailleurs mis en avant dans son dossier, hein, qui est une définition qui a été proposée par des gens de l'INAO et de l'INRA lors d'un colloque à l'UNESCO, hein, organisé par l'association de terroiriculture. Et quand on lit cette définition, je vais vous la lire parce que bon, c'est un peu long. On comprend quand même beaucoup de choses. Donc, si vous permettez, je vais la lire. La définition qui est proposée. Dans une demi-heure, Thierry. OK. Donc, la définition qui est proposée, c'est espace géographique délimité, défini à partir d'une communauté humaine qui construit, au cours de son histoire, un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques fondés sur un système d'interaction entre le milieu naturel et les facteurs humains. Les savoirs mis en jeu révèlent une originalité, confient une typicité et permettent une reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être assimilés à la seule tradition. Donc, dans cette définition-là, on a quand même beaucoup d'informations. Je trouve d'ailleurs la dernière phrase très intéressante. Et là, à partir de là, on peut effectivement parler de cette... c'est quand même
assez fourre-tout pour les marketeurs et les commerciaux, le terme terroir. Ils y mettent ce qu'ils veulent, alors que quand on lit cette définition-là, on a quand même des aspects qui sont, on va dire, obligatoires. On ne peut pas dissocier le lieu et ensuite l'histoire et le savoir-faire, et voilà. Mais ce que je trouve intéressant dans cette définition également, c'est le fait qu'à aucun moment on te parle de goût. Ah non, parce que c'est pas obligé d'être bon. Hein. Tu peux avoir un truc. Non, pas forcément mauvais, mais c'est-à-dire que le terroir, que ce soit quelque chose qui doit être reconnaissable au goût. Mais pour la bonne raison, c'est que je pense que fabriquer un produit, en l'occurrence un rhum de terroir, et est-ce que ce rhum a été fabriqué selon des critères de terroir, et est-ce que ce rhum a le goût de son terroir? Pour moi, c'est deux questions totalement différentes. C'est pas forcément lié. Et il y a même d'ailleurs des gens, je cite dans le papier Serge Valentin, mais il n'est pas le seul. Je crois que Luca Gargano avait à peu près la même position, mais là je m'engage peut-être un peu, qui était de dire le terroir, tu le goûtes pas, il n'est pas forcément reconnaissable. Ce qui compte, c'est que toi, tu l'as mis dans la bouteille. Mais dans ton verre, tu ne le sentiras pas nécessairement. En tout cas, ton produit a été élaboré en fonction d'un certain nombre de règles qui font que ton terroir est dedans. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans cette définition que tout le monde a vraisemblablement oubliée, là, normalement, c'est qu'elle est particulièrement longue, elle est particulièrement complexe, et ça résume bien, j'imagine, pour moi, le fait que tu aies besoin de 10 minutes pour exprimer la notion de terroir dans une définition, ça te dit bien toute la difficulté qu'il y a à appréhender ce sujet-là, quoi. C'est comme disait Géry, c'est un mot dans lequel tout le monde fout un peu tout ce qu'il veut, un mot valise. Et d'ailleurs, chacun y amène sa définition. En réalité, non, c'est pas ça. Chacun n'a pas sa définition du terroir, mais bon. D'ailleurs, c'est un mot qui n'existe qu'en France. Il n'y a pas de traduction à l'étranger. C'est vraiment ça vient du vin, mais c'est très français. Et donc, effectivement, le goût, effectivement, on n'en parle pas parce que ça fait partie de ce tour, en fait. Et là où, ce que disait Christine, certains producteurs de spiritueux et de rhum donc, vont te dire que sans la main de l'homme, le terroir n'existe pas. Donc il y a quand même cette possibilité d'aller vers des goûts que l'on recherche, pour correspondre à l'idée qu'on a du terroir. Tout comme à l'inverse, par contre, tu as certaines marques, alors peut-être plus du penchant marketing, mais qui vont typiquement te dire oui, ce goût, c'est directement dû au terroir de notre région, dans le rhum notamment. Ouais. Alors là, il y a quand même des gens qui sont dans d'autres spiritueux qui te disent qu'à l'aveugle, on ne va pas reconnaître forcément un terroir, on va reconnaître des maisons, mais pas forcément un terroir. Donc tu vois, c'est très très délicat. Parce que pour les reconnaître, il faut déjà les connaître à la base, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà pouvoir les connaître et les différencier à la base avant de pouvoir reconnaître quoi que ce soit et de pouvoir rattacher le goût d'un terroir à un certain terroir, en fait. Après, quelque part, une maison, c'est quelque part un terroir aussi. C'est des genres différents, c'est des lieux différents. Si tu prends la Martinique, ils sont quand même pas tous au même endroit. C'est des cannes différentes, c'est des façons de travailler différentes. Donc, chaque maison, quelque part, un terroir différent. Dans le cas de la Martinique. Tu as des sous-terroirs encore, c'est-à-dire que tu as le terroir. Tu peux aller très loin, quoi. Et des sous-terroirs en fonction des régions. C'est un savoir-faire aussi. Mon jardin devient un terroir. Mais attention, la diversité des savoir-faire, c'est pas du tout l'équivalent de la diversité des terroirs. Hein. C'est pas forcément ça qui s'exprime, tu vois, pour moi... Non, mais c'est le savoir-faire lié au milieu naturel. À la définition, on parlait un petit peu de ça aussi. Et quelque part... Mais je veux dire, la diversité des goûts, quand tu as toute une palette de rhum devant toi, la diversité des goûts ne traduit pas nécessairement une diversité de terroirs. Pas du tout, loin de là même. Je pense à beaucoup, par exemple, n'importe quel rhum de Jamaïque a une identité vraiment puissante.
et tu les reconnais assez souvent. Aucun d'eux ne revendique de faire des produits de terroir. Le savoir-faire de la Jamaïque est plutôt basé sur la fermentation, sur le travail de la fermentation, sur la distillation en pot de style, enfin sur des choses comme ça, pas du tout sur l'expression du terroir. Voilà. Alors justement, c'est le terroir, c'est quand même alors deux choses, enfin, c'est beaucoup plus que ça, mais deux ensembles de choses qui sont, c'est repris dans la définition, même si, comme tu disais Christine, tout le monde l'a déjà bien oublié là. C'est l'ensemble des conditions géographiques, climatiques, etc. d'un lieu délimité, et voilà, le sol bien sûr, et les pratiques humaines qui ont été associées. Et c'est vraiment la conjonction de ces deux éléments qui va faire qu'on peut parler de terroir. Alors pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sûr que sur la mélasse, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que la majeure partie des distilleries de mélasse, c'est pas leur mélasse à eux, c'est plus des sucreries, il n'y a plus une sucrerie associée à la distillerie, du coup ils importent ça d'on ne sait où, enfin parfois on le sait, mais du coup la notion de terroir est très très loin. Quant à ce que tu disais Roger, c'est pas faux quand même, c'est-à-dire que certaines distilleries fonctionnent encore avec la sucrerie associée. Du coup, est-ce qu'on peut se dire que malgré tout, même si c'est déjà sur un produit transformé, on peut encore parler de terroir? Ça me paraît un peu plus compliqué malgré tout, et le lien me paraît plus ténu. Je pense qu'on peut parler de terroir dans ce cas-là. Ça me semble pas. Maintenant, ce sera moins poussé probablement que. Par rapport à la définition qui a été donnée, je trouve que ça rentre. Prenons l'exemple de Savannah à La Réunion, par exemple, qui est directement rattaché à une sucrerie. Les cannes viennent tous de la région, donc ne sont pas importés d'ailleurs ou quoi que ce soit. La mélasse est produite sur place, c'est la même mélasse qui est réutilisée pour faire le rhum. Et en plus, les rhums Savannah ont quand même une certaine typicité dans leur savoir-faire qui après se retrouve dans le goût. Est-ce que là, on ne peut pas parler de terroir? Même sur la mélasse, quoi. Moi, mon avis, c'est qu'on peut, dans ce cas-là, parler de terroir dans la mesure où la mélasse provient des champs de canne de la sucrerie à laquelle est adossée la distillerie. Il y a quand même une chose sur laquelle les producteurs, en général, sont d'accord, c'est de dire qu'on peut parler du terroir si la matière première provient du lieu de production, qu'elle soit transformée ou pas. Puisqu'on a vu ce serait quelque part la première parlait de produits agricoles, même transformés. Donc, à mon avis, on peut parler de terroir dans ces cas-là. C'est marrant. Alors, le week-end dernier, quand tu le disais, Roger, j'étais à la Rum Society, là, à l'hôtel Monte Cristo, et je suis passé dans une des chambres, puisque c'était organisé par chambre. Et j'étais allé faire un tour du côté de la Favorite, et c'était Jérôme Ardès qui était là, de chez Dugas. Et à un moment, justement, il évoquait les terroirs. Je crois que c'était une question des visiteurs qui étaient à côté de moi. Et il disait que lui, de son avis, par défaut, on ne peut pas parler, en tout cas sur le goût, sur le produit final. C'est très compliqué de parler de terroir parce qu'il y a une distillation, et pour lui, la distillation va avoir tendance à lisser les caractéristiques de certaines choses. Mais il ajoutait, et c'est pour ça que je pourrais le rejoindre, il ajoutait que, à moins qu'il y ait une volonté au niveau de la fermentation, au niveau des levures utilisées, au niveau des réglages sur la distillation, s'il y a une volonté d'essayer de faire ressortir le terroir par ces éléments-là, alors là, en effet, on peut parler de terroir qui serait potentiellement détectable sur le produit final. Alors évidemment, on ne peut pas en faire une règle absolue, loin de là, mais en tout cas, ça rejoint l'idée, pour moi, qu'il faut qu'il y ait cette main humaine et cette volonté de valoriser le terroir pour qu'on puisse juste évoquer cette notion de terroir dans le rhum, quoi. Et tu parles de distillation. C'est la raison pour laquelle, l'AOC Martinique, la distillation, tu ne peux pas distiller au-dessus de 75 degrés parce qu'on va perdre justement certains composants qui vont justement, comme tu disais, trop lisser le goût le côté terroir. Hein. Et d'ailleurs,
souvent les puristes de terroir, notamment les producteurs de vin, pensent qu'effectivement, dans les spiritueux, on ne peut pas parler de terroir, parce qu'il y a distillation. Mais justement, ça dépend comment est distillé. Hein, avec les pots distillés en dessous de 70 degrés, donc la question se pose un petit peu moins. Ouais. Non. Non, tout va bien. Et donc, je te rejoins. C'est pour ça que quand on parle de l'aspect savoir-faire et de la main de l'homme, ça rentre justement sur la distillation, le type de colonne, comment c'est distillé, comment c'est reposé, en fait, etc., etc. Et parce qu'en fait, c'est drôle. Je crois que dans l'imaginaire collectif, l'idée de terroir, c'est que c'est la terre qui parle. Voilà. La terre qui parle toute seule et qui s'exprime et qui a une vérité de la terre. Il y a voilà ce concept un peu rousseauiste que c'est ce qu'on doit retrouver. On doit retrouver la terre, la parcelle, la canne, le tel micro-bled, Tataouine les Olivettes au micro-coin de la Martinique. Tu dois l'avoir au poil de cuprès dans ta bouteille. Sauf qu'en réalité, ce que disait Laurent est vrai. Et d'ailleurs, la personne qui en parle le mieux ne vient pas du rhum, mais elle vient du whisky. C'est Frédéric Révol au domaine des Hautes-Glaces qui résume l'intervention humaine, lui, en te disant qu'il doit y avoir une intention. Si tu n'as pas l'intention de révéler ton terroir, la typicité de ton terroir, si tu n'as pas cette intention-là, tu ne feras pas un produit de terroir, un whisky de terroir, un rhum de terroir, etc. Après, tu peux avoir cette intention et néanmoins que ton produit passe à côté. Ça, c'est encore un autre problème. C'est encore une autre question. Mais dès lors que tu as cette notion d'intention, toutes les étapes de la production ensuite vont emmener ton terroir dans plein de directions différentes. Tu vas être amené à prendre des décisions à chaque valve que tu pousses, à chaque bouton sur lequel tu appuies. Au moment de la fermentation, tes choix vont emmener ton terroir dans une direction ou dans une autre, selon que tu vas choisir une fermentation plus ou moins longue ou courte ou tel autre type de levure. Au moment de la distillation, bien entendu, ça tu viens de le dire, selon ton outil de distillation, selon ta vitesse, selon ta température de coulage, selon énormément de choses. Là aussi, ton terroir, tu vas l'emmener dans une direction ou dans une autre. Puis ensuite, quand on va passer à l'élevage sous bois, alors là, je te raconte pas, quoi. Tu vois, t'as un rhum blanc encore, tu te dis, bon, allez, je sens bien la canne, etc. Mais dès lors que tu commences à sentir un boisé qui te tabasse le jus, il est où ton terroir là-dessus? Vas-y, quoi. Ouais, ou que tu vas lancer dans un truc à contenu du Porto. Là aussi, c'est un choix. C'est un choix que le producteur est amené à faire à tellement d'endroits de la chaîne de production que le terroir, pour moi, a posteriori, c'est vraiment une vision humaine, une interprétation humaine. Clairement. Alors justement, on a les producteurs de vin, eux, qui disent donc que voilà, souvent le terroir s'arrête au moment de la distillation. D'autres qui vont plus loin. Là, on parlait justement de l'élevage sous bois. Où peut-on situer éventuellement la limite du terroir? Je veux dire, le terroir peut, selon vous, aller jusqu'où? Je dirais à partir de quelle limite est-ce qu'on ne peut plus considérer un produit comme un produit de terroir? Ça s'arrête limite au vieillissement. Tu vas mettre juste avant. Le fait d'aller chercher divers fûts qui viendraient d'un petit peu partout, comme ça pourrait se faire. Alors attends, je te coupe là. Imaginons qu'on ait un fût produit avec du bois de la forêt d'à côté. Oui, mais dans ce cas-là, tu pourrais, si tous tes fûts venaient des bois de la forêt d'à côté, ou en tout cas de la région, tu pourrais te dire, on continue dans un esprit terroir. Maintenant, on sait bien que la plupart du temps, les fûts, surtout dans le rhum, ils viennent un petit peu partout, suivant un petit peu les décisions soit économiques ou soit les opportunités que les gens ont eues. Donc il y a beaucoup de fûts cognac, bourbon, certains qui font des finitions. Les forêts de chêne aux Antilles, c'est... Ah oui, il y en a un peu moins, ça c'est sûr. Non mais je veux dire par là que les possibilités... Ils viennent pas tous du même endroit, tu vois. Donc je veux dire, tu peux vraiment avoir des typicités totalement différentes que tu fasses vivre dans un type de fût ou pas. N'oublie pas que dans la définition de terroir, il y a les usages, il y a le côté culturel. Donc c'est pas simplement non plus
Historiquement, les fûts, ils n'ont jamais été faits aux Antilles, dans la Caraïbe. Pour moi, les fûts, tu te dis que ça fait partie de l'outil de production, hein, de ce côté-là, au même titre que l'alambic. Tu ne demandes pas que l'alambic soit chaudronné. Non, c'est sûr. Mais je trouve que la plupart des fûts qui ont déjà contenu autre chose te retransforment encore plus ton produit initial, tu vois. Si tu as un ex-fût de sherry, ou un ex-fût madère, ou un ex-fût oloroso, tu vas retrouver une autre typicité. Il me semble que parce que j'étais assez de cet avis, c'est-à-dire que pour moi, il y avait le terroir, et avec toujours avec cette idée derrière que tu dois pouvoir le découvrir dans la bouteille, enfin voilà, lui donner une identité, un goût. Mais en fait, cette idée que, et du coup, comme toi, je me dis, il y a le rhum blanc, et en effet, le rhum blanc, c'est ça qui va exprimer le terroir. Mais si on dit ça, pour moi, ça oublie une partie de la définition, puisque le rhum blanc, on retombe sur cette idée de c'est la nature, c'est la terre, c'est cette canne qui donne cette typicité. Mais en effet, le vieillissement, c'est juste une autre manière d'emmener son terroir ailleurs. Et alors c'est marrant ce que tu disais, Christine, parce que cet été, parce que je vais vous raconter ma vie, mais j'ai de la famille en Isère, et du coup je suis allé les voir, et je suis passé au domaine des Hauts-de-Glace. J'avais l'occasion, et alors c'était pas du tout le patron qui était là, c'était un stagiaire tout à fait sympathique, et même dans la manière dont il expliquait les choses, on comprend bien qu'il y a cette intention et qu'il y a cette volonté, et même jusque dans le vieillissement. De retranscrire cette identité. Bon, alors certes, après, quand on remplit un fût de vin jaune fraîchement vidé, on peut se demander si ça va pas avoir beaucoup d'impact. Mais la plupart de leurs fûts, c'est des fûts roux qui n'ont pas tellement d'impact sur le jus. Alors c'est même encore plus complexe que ça, parce qu'en fonction de la céréale qu'ils traitent, puisque eux, ils distillent toutes sortes de céréales, vraiment, le choix des fûts se fait pour emmener une céréale dans une direction, tu vois. Donc, ces orges dont il dit qu'elles sont plus délicates, etc., il les emmène vers un type de fût avec un type de chauffe. Mais en revanche, les rails, les seigles, plus robustes, etc., ont d'autres types de fûts, d'autres types de chênes, etc. C'est vraiment... c'est pensé. Mais, comme je le disais, c'est une interprétation, et c'est la sienne. C'est la sienne. C'est clair. Mais derrière les grands rhums, tu as souvent des grands créateurs, tu as une vision, tu as quelqu'un qui... quelqu'un ou toute une lignée de personnes qui ensuite respecte une identité pas forcément liée au terroir d'ailleurs, hein. Après c'est il y a un blanc. Il n'y a que des blancs, il n'y a pas de blancs. Tu t'es endormi ou moi? Il n'y a qu'un seul noir. Je suis là. J'ai des problèmes de son, c'est tout. Par rapport à une autre question que je me pose, du coup, toujours en m'adaptant à cette définition que nous a citée Jerry, on a pas mal de contextes, on en a parlé dans des émissions précédentes, pas mal de guéguerres pour l'instant qui se font pour la mise en place de certaines IG. On retrouve également des AOC, des DOP, tout ça. Est-ce qu'on peut automatiquement lier un terroir à ce type d'appellation ou pas? Alors j'imagine que dans le cas de la Martinique, on va dire que oui, parce que le terroir martiniquais est quand même extrêmement lié et revient même dans l'AOC. Maintenant, est-ce que ça peut être le cas ailleurs? Je sais qu'on parlait de la Jamaïque tout à l'heure, la Jamaïque qui a quand même une IG. Est-ce qu'on peut automatiquement lier les deux? Non. Voilà, c'était ma réponse. Merci Laurent. De rien. Non. Pas tous en même temps. Non, d'autant plus que, en Martinique, tout le monde ne fait pas de l'AOC non plus. Donc, est-ce que les maisons qui font pas de l'AOC, est-ce qu'on peut parler de terroir? Enfin, tu vois, la dénomination ou les indications légales d'aires géographiques ne garantissent pas forcément, et l'absence d'IG, d'AOC, etc., ne garantit pas qu'il n'y a pas non plus de notion de terroir. Alors certes, ça peut être un indice. Déjà, les 3/4 des IG n'exigent pas que la matière première soit locale, hein, si je ne m'abuse. Donc déjà avec ça, c'est déjà biaisé, quoi. Ouais. Ce qui est quand même un préalable. Dans le cas de la Barbade, si on discute de la Barbade avec le conflit actuel, c'est déjà pas possible. Donc là, le terroir, tu l'exclus avant même de parler d'IG ou de quoi que ce soit.
Mais dans ce cas-là, après, si je pose cette question, c'est tout simplement en revenant sur le fait qu'il y a pas mal de marques qui utilisent donc justement ce terme terroir, peut-être un peu à tort et à travers, en mettant en avant leur savoir-faire, mais également leur lieu de production. Je pense notamment à des marques comme Flor de Caña, par exemple, qui met quand même pas mal en avant ce côté-là, le fait que voilà, c'est fait sur place dans leur communication. Pareil au Guatemala pour Zacapa, où on va vous dire que voilà, le truc est fait en altitude, etc., etc. Ça Ils parlent pas de terroir dans leur communication. Non, je pense pas. Ils parlent pas de terroir. Enfin, moi, j'ai jamais entendu Zacapa parler de terroir ou Flor de Caña, tu vois. Et tu peux être en plus parfaitement, on va dire, locavore entre guillemets, tu vois, essayer de faire des choses très localement, sans chercher à exprimer ton terroir. Voilà. Tu peux avoir le côté. Si tu vis comme 20 grammes de sucre dans la glotte, ton terroir, déjà, tu vois, tu vas. C'est-à-dire que tu peux avoir le côté régional, local, sans que ce soit terroir. C'est ça. Il faut faire la différence entre régional, un produit local, un produit régional, et pas forcément un produit de terroir. Mais je rejoins quand même. Alors même si en effet les marques que tu citais, Benoît, n'utilisent pas le terme, mais c'est pas pour moi, ils vont un peu plus loin que le côté juste local. C'est-à-dire que comme dit Benoît, c'est une variété de canne, c'est une altitude, c'est des conditions géographiques, mais c'est aussi les techniques humaines derrière. Donc on arrive presque sur la définition du terroir sans qu'ils la donnent. En tout cas, c'est la manière dont ils vendent leurs produits. Alors après, ça veut quand même dire sur Flor de Caña, quand tu goûtes leur rhum, leur canne et leur terroir, ils ne doivent pas avoir tellement de goût. Donc c'est vrai, ils ne le disent pas, mais la manière dont ils le vendent, ça fait quand même penser à notre définition du terroir. Quoi. Non, parce que tu peux quand même donner du contexte sans te revendiquer du terroir. Tu vois, en whisky, tu vas dire ta distillerie est située dans tel type de climat, etc. Fait vieillir de telle façon, etc. Tout ça, c'est des éléments de contexte, pas forcément du terroir. C'est vrai que comme ils ne le nomment pas, ça manque peut-être de cette volonté qui est nécessaire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, peut-être qu'ils ne le nomment pas parce qu'ils n'ont pas le terme dans leur langue. Non, non, ils ne le nomment pas, mais ils le définissent. C'est ça. Après, parler de terroir, ça reste quand même de la production de niche. Hein. Le jour où tu veux passer à une énorme échelle de production, c'est quand même un peu compliqué à soutenir, cette notion. Clairement. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous avant de clôturer cette émission, c'est le prix du terroir. On a, notamment dans l'interview que tu as fait pour le domaine des Hautes-Glaces, on a mis en avant le fait que Frédéric Révoil donc, vendait ses produits plus chers. Tout simplement parce que ses coûts de production étaient plus chers également. Voilà. Et je voulais un peu avoir votre position par rapport à ça, parce que du coup, c'est quand même un positionnement volontaire, le fait de vouloir mettre en valeur quelque chose, oui, et d'en subir en quelque sorte les conséquences qui sont donc des coûts de production plus élevés, et donc forcément un prix de revente plus élevé également, qui n'arrivera pas à toucher la masse en termes de consommateurs. Oui, comme tu dis, c'est vraiment les coûts de production. Les coûts de production, alors dans le cas des Hautes-Glaces, c'est lié entre autres à cette volonté de faire ressortir le terroir, mais c'est aussi juste la notion de qualité. Tu vois. Si je parle de Naisson, je ne suis pas sûr qu'ils mettent en avant le terroir, particulièrement dans leur com. Mais par contre, dans leur production, oui, il y a des trucs qui coûtent plus cher. Ne serait-ce que le nombre d'employés par rapport au nombre de bouteilles produites, enfin, ou de rhum produit. Donc c'est sûr, tout ça, ça a un coût. Par contre, alors, il y a quelque chose, c'est que d'une part, oui, sur les coûts de production, ça va avoir un impact. Mais il y a aussi, et plus simplement, de plus en plus cette notion de terroir qui, comme vous le disiez plus tôt, il est un peu galvaudé et utilisé à toutes les sauces par certains. Et il y a clairement, et sans aucun doute, c'est pas une découverte, mais le côté marketing, le côté argument de vente, alors j'allais presque dire autant que le bio peut l'être.
même si c'est différent. Mais en tout cas, par certains, il est clairement utilisé juste comme un nouvel argument pour vendre leurs produits. Mais Ça, c'est pas nouveau, c'est pas que dans le rhum, hein, ça se passe dans d'autres. non, mais j'ai envie de te dire que dans le vin, d'où ce terme tire son origine, les gens qui ont commencé à parler de terroir, c'était pour en faire un argument de qualité. Quand on parle d'appellation, quand on parle d'AOC, c'est pour en faire un argument de qualité. C'est pour sous-entendre aux consommateurs, ce produit-là, il est bon, il est meilleur. Donc, Ça reste du marketing, quelque part. bien sûr, c'est du marketing aussi. Aussi, parce que ça peut être aussi une volonté d'une équipe de mettre en avant certaines choses. Terroir dans n'importe quel produit, pas seulement dans le rhum, c'est que tu vas sous-entendre, alors que c'est loin d'être vrai, que ton produit va être meilleur que l'autre. Voilà. Tout à fait. Donc, alors que moi, je pense qu'il faut quand même bien détacher la notion de qualité de celle de terroir, bien sûr. Tu peux avoir quelque chose à fond dans le concept du terroir et mal fait. Il n'y a pas de raison. Pardon ? Ça peut être mal fait. C'est pas parce qu'on met en avant un terroir que ce sera bien fait. Je veux dire, ça ne veut pas dire charrette. Ça peut même être, ça peut se revendiquer du terroir, ça peut être bien fait et ça peut ne pas être bon. C'est possible aussi. C'est ça. Également. Bien sûr. Ce Et sont du des coup, choses. et si les produits sont bien plus chers, mais que le consommateur s'y retrouve pas au niveau du goût, ça risque d'être compliqué pour le producteur. Et parfois, même au niveau du consommateur, ça peut être aussi un choix et pas juste gustatif que d'aller vers une distillerie qui, honnêtement, défend, je sais pas si c'est le terme, mais veut mettre en avant un terroir. Ouais, c'est un peu le cas, comme tu nous le disais tout à l'heure, avec la nouvelle cuvée Papao de chez De Paz, qui, malgré la mise en avant d'un terroir, etc., tu ne l'as pas apprécié. Voilà. C'est pas, oh là là, raccourci. J'ai dit qu'elle était meilleure que la cuvée de la montagne, voilà, mais que elle ne m'avait quand même pas convaincu, malgré ses agrumes très présents. C'est pas ce que j'ai entendu. Bah, tu sais quoi, tu pourras le lire très bientôt dans mon article. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Comme de toute façon, en plus, Laurent a dit qu'il n'aurait plus de notes de dégustation, de conseils de dégustation pour nous, du moins pas aujourd'hui. Ouais, j'ai pas envie. Donc voilà. Je garde pour notre émission. Moi, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je remercie Christine également pour sa présence. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des questions concernant le terroir ? Qu'en pensez-vous ? Vos avis, vos réactions par rapport à cette émission ? N'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., etc. Et surtout d'écouter et de partager cette émission et de laisser une petite note également, une petite étoile ou quelque chose sur les différents réseaux sur lesquels vous pouvez l'écouter, donc iTunes, Spotify et YouTube. Moi, je vous dis à dans 2 semaines. Je vous souhaite une fin de soirée. Bah, pareillement, bon appétit Bonne à ceux qui soirée. vont manger. Ouais. Merci. Et à bientôt. À très bientôt. Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de rhum sans gueule de bois, toutes les 2 semaines sur iTunes et Spotify.